va maintenant se pencher sur la nature des phases et sur la transition entre ces phases dans le manteau en fonction de la profondeur et donc de la pression et de la température. Alors ces changements de phase ont évidemment une répercussion importante sur la vitesse des ondes sismiques et sur les densités qui sont relevées par les méthodes géoscifiques à l'intérieur du globe. Il y a donc une vraie dépendance entre la nature des phases, la composition chimique de ces phases et la vitesse des ondes sismiques, mais aussi des densités et d'autres caractères physiques, évidemment, du manteau. On va commencer par étudier les parties les plus superficielles du manteau, auxquelles nous avons un accès direct via les xénolithes ou via les parties péridotitiques des ophiolites. Alors, ces parties sont pour l'essentiel des lerzolites, formées donc par l'olévine, l'orthopyroxène, l'échinopyroxène. Le diagramme que vous avez ici, qui est le diagramme de stabilité de cette lerzolite en fonction de la température et de la pression, et donc de la profondeur, domaine où la lerzolite est entièrement liquide, domaine où la lerzolite est entièrement solide, et domaine où on est donc en présence de liquide et de cristaux. Alors évidemment, cette partie est solide. Vous voyez ici le géotherme. Comme il n'intersecte jamais le solidus, ça veut dire que le manteau est solide. Donc aux faibles profondeurs, la lerzolite donc contient une phase alumineuse, c'est-à-dire une phase qui concentre l'essentiel de l'aluminium, qui est le plagioclase à faible pression, le spinel à une pression intermédiaire et le grenat à une pression supérieure. Alors, on va voir comment se fait cette transition de phase, donc plagioclase, spinel et grenat, comme ça se passe dans le domaine solide, on dit que c'est dans le subsolidus, et donc ça correspond à des réactions de type réaction métamorphique. Vous avez ici, par exemple, une figure texturale qui montre la formation du spinel à partir du plagioclase. Alors, vous avez ici une texture, si vous vous en rappelez, dite coronétique, où on a donc, on peut lire même texturellement une réaction de type deux olivines plus un plagioclase donne deux orthopyroxènes plus un clinopyroxène plus un spinel. C'est tout à fait une réaction métamorphique. La réaction suivante correspond à la transformation du spinel en grenat, suivant donc une réaction spinel plus orthopyroxène, dans l'olivine plus grenat, une figure texturale donc qui provient de vrais échantillons du manteau, montre au cœur ici un spinel qui est relique, donc qui est en cours de consommation par la réaction, avec le grenat qui lui est en cours de formation. Le tout est couronné par une symplectite d'orthopyroxène et d'olivine et de clinopyroxène, donc les minéraux qui forment la matrice. La texture est ici aussi coronétique. Donc jusqu'à 300 km de profondeur, nous avons donc une lerzolite à grenat. Au-delà, qu'y a-t-il? Nous n'y avons pas accès directement. Le seul moyen par lequel on peut envisager une minéralogie particulière de ce manteau étant de procéder à des réactions qui reproduisent les conditions physico-chimiques du manteau. Alors, pour ce faire, on est obligé de recréer les conditions de pression très importantes, vous le savez, les conditions de température très hautes pour des minéraux ou des échantillons de roches qui composent ce manteau. Alors, les expériences ont été menées dans ce qu'on appelle une cellule à enclume de diamant. Alors, une cellule, c'est donc l'endroit où l'on va mettre notre échantillon, donc qui est une petit espace qui est pris entre deux diamants. Alors c'est pour ça qu'on appelle ça un enclume de diamants. Alors plus vous rapprochez les diamants, plus la pression augmente ici, cette pression étant transmise par des liquides organiques, des gaz rares, des solides, que l'on appelle des milieux transmetteurs de pression. La température donc est contrôlée par un laser qui donc fait augmenter la température à ce niveau-là, et l'ensemble est associé à un appareillage de mesure qui consiste donc en un
bombardement de rayons X, et puis le captage par des mesures d'absorption, des mesures de diffraction X comme nous avons vu, ou un spectromètre de masse donc qui permet de connaître la structure des minéraux qui se forment au fur et à mesure que les conditions changent. Ainsi, l'alérzolite à grenat reste stable donc jusqu'à 25 gigapascal environ, correspondant à 300 km de profondeur. À cette profondeur, les quantités de pyroxène diminuent, commencent à diminuer, c'est-à-dire l'orthopyroxène et le pyroxène, alors que la quantité de grenat augmente. Ce grenat a une formule structurale générale qui est sous cette forme, donc basée sur Si3O12, avec M2 MSI Al2 fois, donc qui est une structure d'un minéral qui s'appelle la majorite. La structure de ce minéral donc vous est donnée sur cette figure, qui correspond donc à un cube parfait. On sait que le grenat cristallise dans le système cubique, dans lequel vous avez la distribution des principaux atomes d'oxygène, de fer, de magnésium, de silicium et de calcium. Les lignes noires correspondent aux différentes liaisons chimiques. La distance réticulaire donc correspondant à ce segment-là ou à celui-ci, hein, ou à celui-là, correspond à 11,52 angstrom. Ceci est illustré par le diagramme profondeur en fonction de la fraction en volume des différentes phases. Vous avez ici par exemple à moins de 300 km de profondeur, on a l'alérzolite qui correspond donc à olivine plus orthopyroxène plus chlopyroxène plus une phase alumineuse qui est le grenat. Ici par exemple j'ai 60% d'olivine, j'ai à peu près 15% de grenat et j'ai 25% à peu près d'orthopyroxène plus que chlopyroxène, le total faisant évidemment 1 ou 100%. Bien, au-delà de 300 km de profondeur, comme vous le voyez, la quantité d'orthopyroxène et d'orthopyroxène diminue, celle du grenat augmente. Et à partir de cette profondeur-là, l'orthopyroxène et le chlopyroxène ont entièrement disparu. Ils ont été les éléments qui les constituent ont été dissous dans le grenat. Ces changements, donc qui vont jusqu'à 460 km, avec la disparition de l'orthopyroxène et le chlopyroxène, font augmenter la densité d'environ 10%, ce qui est évidemment considérable. À l'augmentation donc de la densité correspond une augmentation aussi de la vitesse des ondes sismiques. Vous remarquerez ici, on est à 460 km quand l'orthopyroxène et le chlopyroxène disparaissent et que la majorite est entièrement formée. Cela correspond donc à cette zone-là dans laquelle on a une nette augmentation de la vitesse des ondes, que ce soit P ou S. Parallèlement, de l'autre côté, donc en ce qui concerne l'olivine, on remarquera que la transition de phase se fait par le passage d'une olivine alpha, que vous connaissez dans les fameuses péridotites du manteau des xénolithes du Moyen Atlas, par exemple, à une olivine bêta et à une olivine gamma, toutes les trois évidemment ayant la même composition chimique, mais qui ont une structure différente. À cette profondeur-là, voyez, qui correspond à 670 km, qu'on va appeler donc correspond à la zone de transition qui est ici, on a la majorite qui va entièrement disparaître, les olivines aussi, nous y reviendrons, pour former un minéral important qui s'appelle la pérovskite. Comment se matérialisent ces changements de phase pour l'olivine? Alors en partant de ce diagramme, vous avez ici l'olivine donc alpha qui cristallise sous la forme orthorhombique, donc avec A différent de B différent de C, mais alpha égale bêta égale gamma égale pi sur 2. Vous avez aussi l'architecture atomique. Nous avons ensuite l'olivine bêta, qui elle aussi est orthorhombique, mais vous remarquerez que les paramètres, notamment A, B et C, sont
différents. Vous les avez, les différents atomes sont ici donnés en différentes couleurs que vous pouvez regarder ici. Le passage de l'olivine alpha à l'olivine bêta correspond à une augmentation de la densité de 8%. Nous passons ensuite à l'olivine donc gamma, qui elle n'est plus dans le système orthorhombique, mais elle passe au système cubique avec donc A égale B égale C et alpha égale bêta égale gamma égale pi sur 2. Le passage à cette olivine fait augmenter cette fois-ci la densité de 2% et ça correspond aussi évidemment, comme pour le cas de la majorite, à une augmentation de la vitesse des ondes sismiques, comme nous l'avons vu auparavant. Dans la zone de transition, donc on remarquerait donc 670 km à peu près, on remarquerait que la majorite disparaît à la faveur de ce qu'on appelle la Mg perovskite et la Ca perovskite. Si vous voulez, le magnésium et le calcium sont séparés pour former deux phases différentes. Le calcium venant évidemment du clinopyroxène notamment, qui a été incorporé à la majorite et qui ensuite à forte pression se sépare pour former donc ces deux minéraux. Premier donc c'est la Mg perovskite, qui est en fait Mg de formule générale, Mg et CO3, c'est dans la structure de l'ilménite. L'ilménite est un opaque qui est bien connu, donc ça a la même structure. Alors cette structure correspond donc à des octaèdres SiO6. Ici, donc le Si est hexacoordonné et il n'est plus tétracoordonné, c'est Si4+, mais là ça va être Si6+, et les atomes de Mg et de Fe sont en position octaédrique, ce sont ceux qui sont donc positionnés ici. La structure générale est orthorhombique, donc avec toujours A différent de B différent de C, dont les valeurs vous sont données ici, et les angles restent droits. Le calcium, lui, va former une autre structure de la perovskite comparable, mais cette fois-ci, la formule n'est plus Mg et CO3, mais Ca et CO3, qui est aussi dans les systèmes orthorhombiques, avec toujours A différent de B différent de C. Du côté de l'olivine, cette fois-ci, on voit que l'olivine gamma va se transformer en Mg perovskite et en magnésiovoustite. Alors, la ringwoodite ou olivine donc gamma est ici. Elle va se transformer en Mg, Fe et CO3, qui s'appelle donc la perovskite. Vous avez ici l'atome de silicium au milieu, les atomes d'oxygène, donc qui est un double tétraèdre, et vous avez donc au sommet de ce cube les atomes de Mg ou de Fe. Alors ça peut être Mg seul si le système est magnésien, ça peut être Mg, Fe et CO3. Alors de la même façon, ici aussi, si le système est purement magnésien, on va former le périclase dans la formule chimique et MgO. S'il y a un petit peu de fer, nous avons la magnésiovoustite. Ici, vous avez une structure cubique typique de celle du sel-gemme que vous connaissez assez bien et dans lequel vous avez les atomes d'oxygène et puis les atomes de Fe et de Mg donc, qui sont au milieu des arêtes ou au milieu des faces. Si on analyse de plus près ce fameux passage entre le montant supérieur et le montant inférieur, donc qui est à 670 km environ, et qui correspond aussi à une nette augmentation de la vitesse des ondes P, on peut faire cette analyse dans un diagramme température-pression pour une composition d'olivine purement magnésienne, Mg2SO4, pour ce diagramme, toujours température-pression, pour cette fois-ci, un peu de fer se substituant en magnésium, 10% de fer, 90% de magnésium. Alors, si on analyse le changement de phase, depuis donc l'olivine alpha jusqu'à la perovskite et le périclase, on remarquera que le passage ici se fait grâce à des courbes monovariantes à pente positive, alors que le passage de l'olivine gamma à la perovskite et au périclase se fait via une courbe monovariante à pente négative. Donc le passage d'ici à là se fait naturellement avec l'augmentation de la pression, mais le passage d'ici à là peut se faire par essentiellement
l'augmentation de la température et éventuellement même une baisse de pression, parce que la pression ici est plus importante que là. Si on passe dans ce second diagramme, nous remarquons la même chose, les pentes positives, sauf que le passage d'une phase à une autre se fait via un domaine divariant dans lequel on a une coexistence entre ici l'olivine alpha, l'olivine bêta, ici le bêta et gamma, et ici donc la coexistence entre l'olivine gamma, la perovskite et la magnésiovoustite. Là encore, le passage de là à là peut se faire par l'augmentation de pression, certes, mais ça peut se faire surtout par l'augmentation de température, avec peut-être même une baisse de pression, parce que là encore, la pression est plus basse ici et là. Alors, où est-ce que cela peut-il se produire? Alors, cela peut se produire dans ce qu'on appelle un panache mantélique. Alors, un panache mantélique, ce sont des magmas qui prennent naissance à l'interface entre le noyau externe et le manteau et qui entament donc une, une montée. Cette montée correspond à une baisse de pression et à une augmentation de température, ce qui donc peut expliquer la pente de cette réaction. Récapitulons. À l'aide de ce diagramme, donc qui nous donne les transitions de phase comme nous venons de les voir, auxquelles ont été ajoutées ici les différentes profondeurs, puis ici les pourcentages en termes de volume du manteau et du noyau, et ici en pourcentage de volume toujours en termes de noyau interne, noyau externe, mais surtout manteau inférieur et manteau supérieur, la limite étant à 670 km à peu près. Alors, reprenons. Nous avons donc un manteau qui est formé par une péridotite, plutôt une lherzolite, à plagioclase faible pression, spinel, avec des transformations de type métamorphique, puis à grenat. À des profondeurs plus importantes, la quantité de pyroxène, donc d'orthopyroxène et chlopyroxène, diminue au profit de celle du grenat. À cette profondeur-là, c'est environ 460 km, nous avons la disparition du dipyroxène et la majorite, donc ce fameux grenat, est formé. Du côté de l'olivine, on a donc un passage de l'olivine alpha à l'olivine bêta qui s'appelle aussi la watzléite et à l'olivine gamma qui est donc la ringwoodite. À la profondeur donc de la zone de transition de 670 km, passage menteux supérieur, menteux inférieur, l'olivine gamma ou la ringwoodite se transforme en perovskite, qui va s'appeler brindimanite, je vais y revenir dans un instant, et en magnésiovoustite. Alors ça, c'est quand le système contient un petit peu de fer. Sinon, ça forme donc toujours de la Mg perovskite et du périclase. C'est le cas aussi de la majorite qui se transforme en cette fameuse Mg perovskite et en une Ca perovskite. Dans tout cela, évidemment, on va trouver un peu de silice, un peu d'aluminium qui nous proviennent, rappelez-vous, des pyroxènes avant qu'ils ne soient dissous entièrement dans le grenat. Donc ces éléments persistent, ils doivent dès que bien se retrouver ici ou là dans ce manteau. Alors, je veux juste vous préciser que la perovskite ne correspond pas à une composition chimique, mais plutôt à une structure d'un minéral naturel que l'on connaît, qui s'appelle la CA perovskite. Donc, on a utilisé perovskite et on l'a appelé Mg perovskite pour dire que c'est magnésien et que ça a la structure du perovskite qu'on retrouve à la surface de la Terre. Donc, il y a un petit abus de langage, il faut s'en méfier un petit peu. En conclusion à cette partie donc sur les transitions de phase, je voudrais quand même vous rappeler que ce qu'on a appelé la perovskite est un minéral qui n'est pas connu en fait dans la nature, mais qui a été donc retrouvé grâce aux fameuses expériences dans les cellules à enclume de diamant. Mais récemment, donc en 2009, une météorite a été trouvée et dans laquelle on a trouvé cette fameuse perovskite et on l'a rebaptisée, on lui a donné un nouveau nom qui est donc la bridmanite. Ce minéral-là, donc, que l'on n'a pas
que l'on a sur un échantillon de météorites, mais que l'on n'a pas tous les jours, est probablement le minéral le plus abondant au niveau de la planète Terre. Donc toutes les phases du manteau portent maintenant un nom, ils ont été rebaptisés olivine, wachleite, ringwoodite, donc tout ça c'est Mg, Fe2, SiO4 pour le manteau supérieur, et bridgmanite, Mg, Fe, SiO3 et la magnésiovoustite pour le manteau inférieur.